Que se passe-t-il au Venezuela? Sauf si vous avez vécu sous une pierre la semaine dernière, vous savez sûrement déjà ce qui s'est passé. Les États-Unis sont entrés au Venezuela, ont destitué Nicolas Maduro et ont annoncé prendre le contrôle du pays ainsi que l'exploitation du pétrole. Mais quand on regarde le Venezuela, il semble que rien n'ait vraiment changé sur le terrain. À part la personne qui est aux commandes, qui était maintenant l'ancien vice-président, tout en maintenant le même régime qu'auparavant. Alors, qu'est-ce qui va réellement arriver au pays et à Maduro lui-même? D'abord, un peu de contexte. Durant la majeure partie du XXe siècle, le Venezuela était une démocratie stable. Dans les années 80 et 90, le déclin économique, les inégalités et la corruption ont frustré beaucoup de gens face au statu quo. Et cela a préparé le terrain pour l'émergence d'un outsider populiste. Hugo Chavez, officier militaire, s'est fait connaître en 1992 après avoir mené un coup d'État raté contre le gouvernement, sans prendre le pouvoir. Il a choisi de passer par une élection et a remporté la présidence en 1998. Une fois en poste, il a lancé la révolution bolivarienne, un programme de réforme, nationalisation et mission sociale financé par les revenus pétroliers. Il a instauré une nouvelle constitution renforçant la présidence et affaiblissant les contre-pouvoirs, établissant un régime semi-autoritaire. Il a clairement placé ses partisans à la justice et aux instances de régulation. Il a gouverné par décret grâce aux lois d'habilitation, restreint les médias indépendants et marginalisé les opposants. Quelques années après la mort de Chavez, son successeur Nicolás Maduro a remporté de justesse la présidence, sans être élu pour sa popularité ou son charisme. Il a hérité d'une économie fragile pendant la baisse des prix du pétrole. Son gouvernement a renforcé répression, corruption et contrôle des institutions pour rester au pouvoir, passant d'un régime semi-autoritaire à une dictature. Les élections sont devenues frauduleuses. Les organes législatifs ont été mis de côté, les dirigeants de l'opposition ont été emprisonnés ou exilés, et les forces de sécurité ont été utilisées pour réprimer les manifestations. L'effondrement économique a causé hyperinflation, pénurie et migration de masse. Et cela nous amène à aujourd'hui, où l'extraction du président par les forces américaines est l'aboutissement de décennies de tensions. Pourquoi les États-Unis ont-ils pris une mesure aussi drastique et jugée illégale par certains dans ce conflit ? Certains affirment que les États-Unis interviennent pour aider le peuple vénézuélien et renverser le régime. Contribuer à une transition vers la démocratie, ainsi qu'à une amélioration de l'économie et de la qualité de vie des habitants. Mais tout s'effondre lorsqu'ils annoncent en conférence de presse diriger actuellement le pays. Et en écartant tout scénario d'élection immédiate ou de retour des figures de l'opposition, cela ouvre la voie aux deux autres raisons potentielles de leur intervention. Pour sécuriser l'accès au pétrole du Venezuela, le président américain l'a reconnu en interview. Le Venezuela détient les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Intervenir là-bas assure l'influence des États-Unis sur l'énergie mondiale et limite le contrôle de rivaux comme la Russie ou la Chine, proches du Venezuela. La veille de sa capture, Maduro rencontrait des délégués chinois. Les États-Unis ont désormais posé des conditions au gouvernement vénézuélien pour lever le blocus naval sur le commerce du pays. L'une d'elles étant l'exigence de rompre tous les liens commerciaux avec la Chine, l'Iran, la Russie et Cuba. Deuxièmement, le Venezuela a jusqu'à présent été un défenseur et un soutien très fort de Cuba, précisément depuis la Révolution. Les États-Unis considèrent aussi ce régime comme hostile. Le Venezuela leur fournit pétrole subventionné et soutien diplomatique. Des analystes pensent qu'affaiblir le gouvernement vénézuélien isolerait Cuba, déstabiliserait son régime et permettrait aux États-Unis de regagner de l'influence sur l'île. Mais concrètement, que cela change-t-il pour le Venezuela ? Car l'arrestation de Maduro n'apporte ni démocratie ni stabilité automatiquement. Le pouvoir demeure aux mains de la faction politique de Maduro, avec Delcy Rodríguez, autoproclamée présidente intérimaire, soutenue par l'armée, critiquant l'ingérence des États-Unis et exigeant la libération de Maduro. L'infrastructure pétrolière du Venezuela est dégradée. Rétablir la production et la stabilité économique prendrait des années et d'importants investissements, même sans intervention américaine. Même s'il semble plus ouvert,
Ce ne sera pas une solution rapide, ni une amélioration radicale du quotidien là-bas. Le régime chaviste restera probablement au pouvoir, comme jusqu'à présent. La seule différence, c'est la figure de proue, et que les entreprises américaines pourraient désormais explorer du pétrole auparavant inaccessible. Mais pour les gens sur place, l'autoritarisme et la pauvreté semblent toujours être au rendez-vous. Et qu'en est-il de Maduro lui-même? Il est désormais prisonnier et accusé par la justice américaine, risquant de longues années de détention lors de cette procédure, et après. Je suppose qu'il va falloir attendre et voir ce qui va se passer. Mais il semble vraiment que cette intervention n'a pas entraîné de changement de régime au Venezuela, ni d'amélioration de la qualité de vie des gens, avec le retour de la démocratie. Cela n'a apporté qu'une instabilité supplémentaire et peut-être une augmentation de l'influence des États-Unis dans la région. Que ce soit au bénéfice des habitants ou non, je suppose qu'il va falloir attendre et voir.